Bonjour, bonsoir et bienvenue. Et toujours avec la chimie organique. Donc, on était à la partie grand 1. Donc, ça, c'était la première partie du rappel, comme on l'a su bien dit. On dit rappel, on va rappeler la chimie organique dans son ensemble. Notamment, on va parler de quoi? Des composés oxygénés. Et en première partie, nous avons parlé de ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, ça, c'était autour des définitions et des exemples. On a eu à définir, entre autres, avec l'activité 1 ici, c'est-à-dire la formule brute. On nous a dit ici, quelle est la définition d'une formule brute? C'est ça? On dit la formule brute, elle permettait de donner quoi? De donner la nature et le nombre des éléments constituant la molécule. Donc ça, c'était par rapport à la définition de la formule brute. Et d'une formule brute, on est passé à la formule développée. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On disait que la formule développée, c'est quoi? On dit, oui, les uns aux autres. Et aussi, c'est une formule dans laquelle on dit les liaisons sont visibles. C'est ça, hein? Formule développée. Et on dit à partir de l'inconvénient, c'est-à-dire, on dit de l'encombrement de la formule développée, on dit ce qui laisse place à la formule semi-développée. Les chimistes ont pensé maintenant à donner une autre formule plus adaptable et plus simple à lire, puisque la formule développée, on dit, était encombrante. Et de la particularité entre la formule brute et la formule développée, on dit, elle nous donnait la nature seulement. Ça, c'était l'insuffisance de la formule brute. Elle était capable de donner tout simplement la nature et le nombre des éléments constituant la molécule ou la formule. Par contre, la formule développée, on dit, permettait de donner l'ordre dans lequel les atomes sont liés les uns aux autres. Et ce qui fait qu'elle aussi, elle était encombrante pendant la lecture. Et on a donné naissance à la formule semi-développée, appelée la FSD. Donc, enfin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va éliminer quoi? Elle va éliminer les carbones et les hydrogènes. On ne verra plus les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène dans la formule topologique. Donc, à partir de là, nous avons énuméré l'activité 1 ici. Et à l'activité 2, on nous demandait de définir aussi la valence. On a eu à définir la valence d'un élément ici. On dit définir la valence d'un atome cas de l'oxygène, plus précisément. Et on a donné par définition, on dit la valence dépendait de quoi en réalité? La valence dépendait des électrons célibataires, évidemment. On dit il fallait faire la représentation, c'est-à-dire la structure électronique de l'atome, qui est le modèle planétaire de bord. On dit et vous récupérez le nombre d'électrons célibataires. En faisant le compte, on dit si le nombre d'électrons célibataires de la dernière couche est égal à 2, alors cet atome est divalent, comme le cas de l'oxygène. Dans l'oxygène, on avait 2 électrons célibataires. Alors, encore, on nous a appris par définition que la valence d'un élément est quoi? Est le nombre de liaisons possibles qu'un atome peut former avec ses voisins. Ça, c'est la définition littérale. On dit la valence d'un élément est le nombre de liaisons possibles qu'un atome peut former avec ses voisins. Si l'oxygène est divalent, cela veut dire quoi? Ça s'explique. Si la valence est égale à 2, c'est-à-dire que cet élément qui est l'oxygène est capable de former 2 liaisons avec les autres. Si c'est trivalent, 3 liaisons, comme par exemple là, l'azote est trivalent. On a vu le cas du carbone. L'atome de carbone était tétravalent. Et vous avez vu avec l'exemple du CH4 qui est le méthane. CH4, le carbone a été capable de se lier combien de fois? 4 fois, à cause de la particularité vis-à-vis de sa valence. Donc, ça, c'était le rappel au niveau de la valence. On a donné et la définition de la valence. Et en question 2, nous avons donné enfin le composé alors. Oui, c'est un composé formé, comportant, un ou plusieurs, voilà, pas uniquement à ce niveau. Hein. On dit comportant, ça peut être, on peut rencontrer des composés oxygénés, on verra tout de suite. On peut rencontrer des composés oxygénés qui contiennent qu'un seul atome d'oxygène. Ça, c'est possible. Il y a des composés oxygénés qui contiennent encore 2, 3, on dit plusieurs en ce moment. Donc, par définition, on va généraliser la définition. On dit un composé oxygéné est un composé comportant un ou plusieurs atomes d'oxygène, évidemment. Donc, d'où maintenant, place à la partie grand 2 maintenant, de ce qu'il faut savoir faire. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de décortiquer les composés oxygénés en général. Donc, on dit place à grand D maintenant. C'est bon?
Donc bonjour, bonsoir et bienvenue. Maintenant, toujours dans la chimie organique. Chimie organique, notamment les composés oxygénés. On est dans les rappels. Donc, après avoir énuméré, parlé de ce qu'il faut savoir selon les définitions, maintenant place à grand 2 dans le savoir-faire. On va aller dans ce qu'il faut savoir faire. Donc, entre autres, on vous a appris maintenant, selon les composés oxygénés, il en existe combien à votre niveau pour l'instant? En classe de 11e année, nous avons parlé de 6 fonctions, on dit oxygénées. 6 fonctions en composés oxygénés. On en a plusieurs. Arrivé en terminale, on va voir tout de suite. Ça, c'était juste un rappel. Mais avant de rentrer en terminale. Donc, ici, en 11e année, en guise de rappel, on nous a appris d'abord que nous avons 6 fonctions principales en composés oxygénés, qui sont entre autres les composés comportant quoi? Un seul atome d'oxygène. Il faut faire la part des choses. On dit parmi les 6 fonctions, qui est qui? On a les alcools et les hétéroxydes. Retenez-les. On dit les alcools et les hétéroxydes ont la présence d'un seul atome d'oxygène. C'est ça dans leur formule. Bien. Maintenant, il y en a aussi la partie 2, qui sont quoi? Les composés qu'on a appelés les composés carbonylés. Ces groupements-là que vous voyez maintenant, liaison C, liaison double, liaison O, a pris le nom en chimie d'un groupe carbonyle. Ouais, on dit composé carbonylé par rapport à ce groupement. On va bien sûr la définir par rapport à son groupement. Donc, ce groupement caractérise qui est qui? Caractérise et les aldéhydes et les cétones. C'est la remarque qu'il faut faire. On va constater que dans les aldéhydes, nous avons la présence de ce groupement carbonyle. Nous avons encore la présence du même groupement carbonyle dans les cétones. Donc, on dira en deuxième point les composés carbonylés. Quand on vous dit qui est parti, nous allons parler de qui? Des composés, cette fois-ci, comportant 2 atomes d'oxygène. Et les composés comportant 2 atomes d'oxygène, à notre niveau, c'est qui et qui? C'est les acides carboxyliques. Ouais. Dans leur formule, ici, nous avons la présence de 2 atomes d'oxygène. Et après les acides carboxyliques, place maintenant à qui? Aux esters. On dit les esters aussi contiennent quoi? 2 atomes d'oxygène, évidemment. Donc, ceci maintenant fait l'étude de ces 6 fonctions et on va boucler le rappel avec la 4e partie qui sera les réactions entre autres d'estérification et les réactions de saponification. C'est-à-dire comment réaliser une réaction avec l'ester. L'ester va agir avec qui pour donner, on dit, une réaction appelée réaction d'estérification. Comment se forme l'ester en réalité? Par l'action de quoi et de quoi nous obtenons de l'ester. On a appelé ça la réaction d'estérification. Et au-delà de ça, nous allons plus loin parler de la fabrication. Dans les laboratoires, on va utiliser l'ester encore par rapport à la fabrication du savon, sous l'impact par rapport à des corps basiques. On le verra plus tard, appelé réaction de saponification. Donc, très rapidement, nous allons rentrer dans le sujet. On va essayer de décortiquer rapidement ce qu'il faut savoir faire. Grand 2. Bien, première partie, on dit les composés comportant un seul atome d'oxygène d'abord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons établi un prototype. Très rapidement, c'est pour aller plus vite. On dit nous sommes à la pédagogie avancée. On a souligné, vous avez le plan, adaptez-vous seulement au plan. Maintenant, dans le prototype, j'ai besoin de quoi? 4 points. Dans chaque fonction, je vais faire sortir 4 points. C'est-à-dire, on va essayer de donner d'abord la définition de toutes les fonctions chimiques. Donc, en tant qu'élève de la terminale, il ne faut jamais aller en terminale sans pour autant maîtriser la définition de toutes ces fonctions d'abord. Un à un, forcer la définition de ces 6 fonctions. Et encore quoi? Deuxième point, connaître la formule générale de toutes ces fonctions. Un à un. Après, connaître la formule brute. Et voir quelle est la différence entre la formule générale et la formule brute, évidemment. Et enfin, on va se servir des exemples précis pour faire quoi? Des exemples précis pour faire la nomenclature. Donc, à partir de quelques exemples, je vais essayer de vous donner la façon de nommer un composé. Appelez la nomenclature. Donc, place maintenant aux alcools. Bien, l'alcool étant un composé oxygéné qui contient qu'un seul atome, on dit d'oxygène. Alors, quelle est sa définition? On dit qu'est-ce que c'est qu'un alcool? Selon vous, un alcool, c'est quoi? Oui? Déjà, oui, on est dans les composés organiques déjà. On peut considérer aussi que, on dit, l'alcool est un composé organique, évidemment. Bien sûr, c'est un composé oxygéné, mais il peut être classé
Oui. Est un composé organique comportant le groupement fonctionnel appelé comment? Comportant un groupement hydroxyle, c'est-à-dire OH. Je répète, on dit est un composé organique. Est un composé organique, oui. Oui. Comportant. Hein? On a plusieurs façons de donner les mots là. On dit comportant dans sa structure, on peut dire comme ça. Comportant dans sa structure le groupement hydroxyle OH. On dit est un composé organique comportant dans sa structure quoi? Le groupement, on va préciser ce groupement. Le groupement hydroxyle. Le groupement hydroxyle, entre parenthèses, on met quoi? Porté par quoi? Porté par un carbone tétraédrique. Porté par un carbone tétraédrique, je vous ai dit ça hier, tétraédrique ou tétragonal. Ou tétragonal. Ouais. Là, il y a le jeu de mots ici qui est là entre tétraédrique et tétragonal. Quelle est la différence? On parle de carbone tétraédrique lorsque nous sommes dans la figure géométrique. C'est bon? On parle de carbone tétraédrique lorsque nous sommes dans une figure géométrique. Ça prend la forme du tétraèdre. On dit comme ça, tétraédrique. Maintenant, tétragonal, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au sommet. C'est pour nous dire que, avec la molécule du méthane, par exemple, nous avons vu que le carbone a été capable de former comme un sommet, 4 sommets. Les gones, on les appelle les sommets. Gone veut dire sommet, polygone. Gone qui veut dire sommet. Un alcool est un composé organique comportant dans sa structure le groupement hydroxyle. Oui. Comportant dans sa structure le groupement hydroxyle OH. Porté. Ce groupement lui-même, il est porté par quoi? Porté par un carbone tétraédrique ou tétragonal. C'est très simple. J'espère que tout le monde a maîtrisé ça. On dit un alcool est un composé organique comportant dans sa structure le groupement hydroxyle OH porté par un carbone tétraédrique ou tétragonal. Bien, place à la deuxième question. Maintenant, on va nous demander ici quelle est sa formule générale. Très important. Maintenant, quelle est la formule générale d'un alcool? FG. Faites la différence maintenant entre une formule générale et une formule brute. Ok? Bien. Maintenant, à l'instar de la formule brute, la formule générale s'écrit comment? Notamment pour l'alcool d'abord. R liaison, pour que ça soit plus visible. La caméra, c'est bon? Hein? Avec laquelle c'est bon. On dit FG, formule générale, ça veut R liaison. On va préciser. Avec R égale à quoi? Merci. Avec R égale à. Le R s'écrit comment? Quelle est sa formule? Cl H2N plus un liaison. C'est ça? Ou bien on va mettre liaison ici. C'est mieux. Et ils sont liés à quelque chose. C'est bon? Voilà. En bonne forme, on dit avec R égale à quoi? Liaison. Voilà. CnH2n plus 1. Il s'appelle comment? Quel est le nom de R? On dit R s'appelle le radical. Le radical quoi? Le radical, ce n'est pas au complet. Le radical alkyle. On dit comme ça. Radical alkyle. R est un radical alkyle au groupe alkyle. On dit comme ça. Au groupe, les hydrocarbures saturés qui sont les alcanes. De former CnH2n plus 2. Ou bien, ça c'est les hydrocarbures saturés, les alcanes et ces cas particuliers, c'est-à-dire les cyclanes. Oui, il y a les alcènes de former CnH2n. Ou bien, il y en a aussi les alcines. Ou bien, de CnH2n moins 2. Alcine quoi. Hein? En dehors de tout ça là, vous allez voir que lui, il n'est ni un alcane, ni un alcène, ni un alcine. Ouais, un peu. Voilà, il n'est ni un hydrocarbure saturé, ni un hydrocarbure insaturé. Il est un groupe à part entier. On dit comme ça. Le R est un groupe à part entier. Il s'appelle groupe alkyle ou radical alkyle, comme le nom l'indique. C'est-à-dire, il suffit tout simplement de faire quoi? De prendre un alcane et le diminuer de moins 1 d'un hydrogène. Ouais, quand vous prenez un alcane, c'est ce qu'on a dit. La formule de l'alcane, c'est quoi? CnH2n.
le CH4. C'est ça? Bien. Maintenant, quel est le groupe alkyle correspondant à cet alcane? On enlève un hydrogène. Ça nous renvoie où? À la liaison CH combien? CH3. Oui. Et cet alcane s'appelait comment? Il s'appelait le méthane. Alors, lui, il sera appelé comment? Méthyle. Pourquoi? À cause de sa terminaison il. Alcane, méthane, terminaison an. On dit alkyle, terminaison méthyle. Oui, maintenant. Méthyle. Voilà. Il en est de même comme ça. On progresse jusqu'à avoir ici, si nous avons le CD par exemple, l'alcane CDHE6, oui. Correspondance en alkyle. Ça me donne quoi? CDH5, oui. Il sera appelé comment? Ici, de CDH6, on va où? Ça, c'est de l'éthane d'abord. On va dans quoi? Dans le groupe alkyle. Son groupe alkyle me donne de l'éthyle, oui. C'est très simple. On les appelle les groupes alkyles. On dit, ils viennent généralement où? On les retrouve généralement dans une formule semi-développée en quelle position? À la position de la ramification. Les groupes alkyles, on les retrouve généralement à la position de la ramification. C'est bon? Bien. R liaison OH maintenant est la formule confirmée, appelée la formule générale de l'alcool. Donc, ne faites pas de l'amalgame. Ne confondez pas une formule générale à une formule brute. Maintenant, quelle est la remarque? Dans une formule générale, on écrit la formule avec le radical R. Une formule générale contient le groupe alkyle ou encore appelé radical alkyle. Retenez-les. Bien, maintenant, place à la formule brute. Maintenant, alors, quelle est la formule brute de l'alcool en ce moment? La formule brute de l'alcool. Quand on vous dit formule brute, pensez à écrire la formule en fonction de quoi? En fonction de N, évidemment. Une formule donnée par N, ceci, on l'appelle formule brute. Une formule donnée par R, ça c'est la formule générale. Bien, pour les alcools, quelle est la formule brute? CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2O. CnH2n plus 2, on dit CnH2n plus 2, on met O ici. Il a obtenu quoi? On le verra dans les applications. On dit pour avoir un alcool, comme le sujet n'est pas autour de l'obtention. Ça, c'est le 5e point de la chimie qu'un élève scientifique un bon chimiste doit maîtriser ça. Je dirais même que quand tu ne connais pas ça, tu n'es pas appelé chimiste. Le 5e point de la chimie, en termes de notation. Quand tu ne maîtrises pas ça, on ne peut pas t'appeler chimiste. Et vous savez c'est quel point? Hein? Dans toute chimie, il faut être capable de faire quoi? De faire la préparation. Qui dit chimie? La préparation des molécules. La préparation d'une matière. Il faut préparer. Il faut rentrer au four et au moulin. Que ce soit dans les cuisines. Hein? Les femmes, vous préparez, non? Ça, c'est de la chimie. Les plats, les sauces, ces repas-là, on les prépare. Vous rentrez dans les laboratoires de chimie. Hein? Voilà, pour attaquer les molécules, ainsi de suite. Mener des recherches scientifiques. On va dans la préparation. Qui ne maîtrise pas la préparation ne sera pas un bon chimiste. Hein? D'ailleurs, il faut connaître la préparation pour mieux maintenant répondre aux exercices facilement. Hein? Quiconque maîtrise la préparation pourra trouver des solutions aux problèmes de la chimie. La chimie, c'est ça. Hein? Moi, je dirais à mon niveau, la première phase de la chimie, c'est quoi? Il faut faire tout pour maîtriser les définitions. C'est qu'à cette raison, on est en train de devenir petit à petit. Hein? On vous donne la latitude de maîtriser toutes les définitions, toutes les formules possibles, brutes et générales, hein? La nomenclature, savoir nommer toutes les fonctions chimiques. Quand tu maîtrises ces 4 points, le 5e point de la chimie, qui est quand on te demande à beau faire tout ça là, c'est bien. C'est-à-dire, vous avez donné la définition de l'alcool, vous avez donné la formule générale de l'alcool, vous avez donné sa formule brute, et vous avez été capable de nommer les alcools sans problème. Alors, on va te demander, en tant que chimiste, comment prépare-t-on les alcools? Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Hein? Oui. Comment prépare-t-on un alcool? Ouais, sordez. Monsieur? On en a vu. C'est vrai, on a quitté la 11e année. On est entre maintenant la 11e et la terminale. Je pense que nous, à notre niveau maintenant, après un mois déjà, on est au 2e mois, on n'est plus à 11e année. Voilà. Et le rappel là, ça doit être fait par tout le monde. Oui? Par hydratation d'un quoi? Il ne faut pas avoir peur. Hein? Assume-toi. Hein? Voilà. Quand on doute, on n'a pas sa place. Oui? On obtient
On obtient l'alcool en faisant quoi? En faisant, on dit par hydratation, oui, d'un alcène. Ok? Voilà, c'est très bien. Donc, il faut se confirmer. Ne doute pas de ton savoir, quoi. Hein? Voilà, on dit, pour obtenir un alcool, c'est quoi? Il faut hydrater tout simplement un alcool. Donc, on dit, l'hydratation d'un alcène conduit à un alcool. Vous hydratez un alcène, c'est-à-dire, c'est là où maintenant on crée cette formule-là. Hein. En réalité, pourquoi on tourne autour de ça? Quand je prends par exemple un alcène, quelle est la formule d'un alcène? CN, H2, que veut dire hydrater un corps? Hydrater un corps veut dire quoi? On ne parle pas d'équation. J'ai besoin de la définition, mon cher. Donne-moi d'abord la définition. C'est l'action. C'est pour faire sortir la particularité du groupement hydroxyle. Pour vous dire comment est-ce qu'on a obtenu ce groupement hydroxyle-là. C'est compris? H2O égale encore chimiquement à une formule développée. On a vu la formule tout de suite là. On peut écrire la molécule H2O, ça c'est la formule brute. Ouais. Alors là, ça peut s'écrire H liaison OH. Alors, on dit lorsqu'il y a un alcène, on dit agit à qui? À l'eau. Ça nous donne quoi? Maintenant, bien sûr, évidemment, cette réaction dans le laboratoire, elle est très très lente. La préparation d'un alcool est très lente. Et on vous a appris, lorsqu'une réaction est lente en chimie, qu'est-ce qu'il faut faire appel? Il faut faire appel à qui? Lorsqu'une maison brûle, on fait appel à qui? Au pompier. Alors, lorsqu'une réaction elle est lente, on fait appel à qui? À un catalyseur, évidemment. Et le catalyseur approprié ici, c'est quoi? Quelle était leur utilité? Des petites formules comme ça. ALDO3, Fe3O4, Fe2O3. On a vu ces molécules-là. Ce sont des catalyseurs. Ouais. On dit l'alumine appelé encore l'oxyde d'aluminium. Il est le catalyseur approprié à cette réaction. Parce qu'on vous a appris chimiquement, il faut comprendre que n'importe quel catalyseur ne peut pas accélérer n'importe quelle réaction. Il faut retenir ça dans la tête. On va arriver à ce niveau. On dit en ce moment d'où ça fait appel à une propriété d'un catalyseur. D'où place à la propriété de quoi? On dit le catalyseur est sélectif. Le catalyseur est, on dit quand dit-on, c'est des questions qu'on va répondre après. Quand dit-on qu'un catalyseur est sélectif? Cela veut dire quoi? À chaque réaction, son catalyseur. C'est-à-dire que ce catalyseur est capable de catalyser, d'accélérer la réaction chimique ici de qui? De l'alcène et de l'eau. Mais est-ce qu'il est encore capable d'accélérer d'autres réactions? Voilà, en dehors de l'alumine, ça devient un problème. Voilà, on dit, il est là, son rôle c'est d'accélérer, d'augmenter la vitesse de la réaction. En ce moment, on dit, lorsqu'un alcène agit sur l'eau, ou l'action de l'eau sur un alcène, ça me donne de l'alcool. Et comment? Très simple, l'hydrogène qui est là va regagner l'alcène. Oui, par réaction chimique. L'atome d'hydrogène regagne l'alcène. Évidemment, pour donner quoi? CN, H2N. Maintenant, un seul atome d'hydrogène vient de regagner le 2N là. Alors 2N plus 1 en ce moment. Et on garde maintenant, ouais, la liaison elle est là, elle n'a pas bougé. Il reste quoi maintenant? Il me reste maintenant le groupement liaison OH. Ouais, il me reste liaison OH. Et ce groupement liaison OH maintenant sera directement affecté maintenant par la molécule. Maintenant, d'où nous obtenons quoi? Ou bien, ça c'est le radical alkyle. D'où le format R, liaison. D'abord, ceci nous donne la formule générale. À ce niveau. Ouais. Et un peu plus loin, je fais la somme. C'est-à-dire, je vais regrouper les atomes d'hydrogène. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je prends maintenant CN, H2N plus 1, maintenant je vais faire ramener le seul hydrogène qui est là encore. On fait la somme. Le bilan des atomes d'hydrogène. D'où ça me donne quoi? CN, H2N, ça devient plus 1 hydrogène, ça fait plus 2. Alors, il me reste quoi? Le seul atome d'oxygène. Ceci laisse place à qui? À la formule brute. Dans la même équation, vous voyez maintenant, à une étape donnée, j'ai la formule générale. À une seconde étape donnée, j'obtiens la formule brute. Elles ne sont pas les mêmes. La formule générale contient le radical alkyle, le groupe alkyle. Par contre, la formule brute est
aller chercher la valeur de N et de remplacer. Ouais. Donc, maintenant, on a compris maintenant qu'est-ce que c'est qu'un alcool. Un alcool est un composé organique comportant dans sa structure le groupement hydroxyle OH ou bien est porté par un atome de carbone tétraédrique ou tétragonal évidemment. Et de par là, on dit cet alcool a une formule générale qui s'écrit R liaison OH et une formule brute qui s'écrit CnH2n plus 2O. Bien, donc on dit c'était tout par rapport aux alcools concernant la définition, la formule générale, formule brute maintenant. Et place à qui? Place aux exemples. Bien, donc je vais vous donner quelques exemples maintenant. Exemple d'alcool. Je mets exemple. Quels sont les exemples d'alcool? Simplement, ok? Je vais commencer à donner quelques exemples. Bien, maintenant on dit place maintenant aux exemples. On va se profiter pour donner aussi les classes d'alcool. C'est ce qu'on a dit. C'est bon? Bien. Maintenant, j'ai essayé de vous donner, on dit, quelques formules semi-développées. C'est-à-dire, il y a 8 cas ici possibles. D'accord? Bien. Maintenant, on va voir. Le premier, quel est le nom de la première formule semi-développée ici? Du premier alcool. On va donner son nom, faire sa nomenclature évidemment, quoi. Et dire, on dit, cet alcool se trouve dans quelle classe? Hein? Et vous savez ici que nous avons 3 classes d'alcool. On vous a appris en 11e année qu'il existe 3 classes d'alcool. Première classe, on dit soit l'alcool est dit primaire ou l'alcool est dit secondaire ou bien. On va faire une petite définition avant de rentrer dans les sujets. Qu'est-ce qu'un alcool primaire? Quand dit-on qu'un alcool est dit primaire? Oui. Oui. Si son carbone fonctionnel lui-même lié à un radical alkyle R. Bien. On dit un alcool est dit primaire lorsque son carbone fonctionnel est lié à 2 atomes d'hydrogène et lui-même lié à un seul radical alkyle R. Un alcool est dit secondaire, oui. Si son carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène et lui-même lié à 2 radicaux alkyles. C'est-à-dire, quand je prends l'alcool primaire, quelle est sa formule? R liaison CH2OH, alcool. On ne dit pas litre. R liaison CH2OH. Bien. Maintenant, secondaire, sa formule c'est quoi? R liaison CHOH, liaison. C'est ce qu'on a défini tout de suite là. On dit si ici, regardez, si son carbone fonctionnel est lié à 2 atomes d'hydrogène et lui-même lié à un radical, ici, il est directement lié à 2 hydrogènes. Par là, à un atome d'hydrogène. Hein, ce qui lui donne ici, on dit la classe 2. La seconde classe, alcool secondaire. Son carbone fonctionnel est lié, on dit, à un seul atome d'hydrogène et lui-même lié à 2 radicaux alkyles. Et enfin, on a parlé de l'alcool tertiaire. L'alcool est dit tertiaire, on dit si son carbone fonctionnel n'est lié, la négation, n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Donc, vous constatez que progressivement, le carbone fonctionnel a perdu son atome d'hydrogène. C'est le constat. Regardez, quel constat? Il avait 2 atomes d'hydrogène. De 2 atomes d'hydrogène d'un alcool primaire, on dit alcool 1. On est venu à un seul atome d'hydrogène. Alcool 2. On est venu à aucun atome d'hydrogène. On dit alcool 3. C'est bon? Bien. Donc ça, c'était un petit rappel des classes d'alcool. On va en même temps donner la nomenclature. Maintenant, le premier alcool, quel est son nom? On dit pour nommer un alcool, oui, simplement, ça c'est un cas le plus simple. Hein. CH3, liaison OH, on a un seul atome de carbone. Quelle est la nomenclature d'un alcool? Pour nommer un alcool de façon générale, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on remplace la terminaison E, qui est le suffixe quoi. Le suffixe E de qui? De l'alcane correspondant par la terminaison ol. Alcool. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, on va quitter de qui? D'un alcane vers où? Je vais remplacer, on dit, vous remplacez le suffixe qui veut dire la terminaison E de l'alcane correspondant. Par qui? Par la terminaison alcanol. Terminaison, on dit ol. Vous voyez? Donc, le E a été transformé en ol. Donc, d'un alcane, c'est-à-dire, on va voir, vous allez numéroter à partir d'où? On dit
Après avoir donné le nom, de façon générale, on va essayer de faire quoi? Pour une nomenclature conventionnelle, il faut toujours chercher quoi? La chaîne principale. Et pour avoir une chaîne principale, c'est quoi? Quand on est chez les alcools, la chaîne principale doit être nécessairement la chaîne qui contient le groupement hydroxyle d'abord. Première condition. C'est ça? On dit qui contient plusieurs atomes de carbone et contenant, on dit le groupement hydroxyle en même temps. On peut avoir une chaîne qui contient plusieurs atomes de carbone mais ne contient pas de groupement hydroxyle. Malheureusement pour lui, elle ne sera pas la chaîne principale. Il faut avoir en même temps le maximum de carbone et la présence du groupement hydroxyle. Ça, c'est la condition pour choisir la chaîne principale. Une fois choisi la chaîne principale, on dit, vous passez à quoi? À la numérotation, progressivement. Vous allez numéroter le carbone fonctionnel. Hein? On va numéroter tout en donnant l'indice le plus petit possible. Quoi. On dit l'indice le plus bas possible au carbone fonctionnel. Hein? C'est-à-dire soit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, mais en respectant, on dit le carbone fonctionnel, en lui affectant l'indice le plus petit. D'accord? Ça, c'est pas comme c'est exactement les alcènes et les alcyles. On a appris dans les hydrocarbures insaturés qu'il fallait numéroter à partir de l'extrémité la plus proche de la double liaison ou la plus proche de la triple. Ça, c'est les alcènes alcynes. Alcane, on va numéroter à partir de l'extrémité la plus proche d'une aramie. Tel n'est pas le cas ici. Ici, on va numéroter, on dit tout en donnant l'indice le plus petit, le plus bas possible au carbone fonctionnel. On va arriver tout de suite là. Et on dit, le quatrième point, c'est quoi? On dit, s'il y en a des ramifications, avant de donner le nom, c'est ce qu'on dit. La présence d'une ramification, on dit, on fait précéder le nom de la ramification avant le nom de la chaîne principale. Par exemple, si on avait le méthyle comme ramification, on va mettre d'abord 2 méthyl, soit le 3 méthyl, et après, on amène le nom de la chaîne principale qui peut être quoi? Le propanol, ça dépend quoi de la chaîne principale. D'accord, on dit le nom de la ramification précède le nom de la chaîne principale. Et s'il y en a plusieurs ramifications, qu'est-ce qu'on fait? On dit on utilise les préfixes multiplicataires. En français, on dit pas champ, multiplicataire. Ok? Voilà. Dit, si on a plusieurs méthyl par exemple, si on a 2 méthyl, on dit diméthyl. Si on a 3 méthyl, on dit triméthyl, tétramé, etc. Ouais. Di et éthyl. On les appelle les préfixes multiplicataires. Ok? Voilà. Ça, c'est en grosso modo, là, nous allons rencontrer seulement le cas particulier des alcools. C'est quoi? En terminale maintenant, nous allons rencontrer des alcools, je vais ajouter à la fin, des alcools qui contiennent la présence de la double liaison, qui contiennent des insaturations. Ça existe. Les alcools qui contiennent des insaturations, on les appelle comment? Des alcools insaturés en ce moment. On le verra comment nommer aussi des alcools insaturés. Un alcool insaturé, à l'instar, à la différence de l'alcool saturé, c'est quoi? Dans l'alcool saturé, de façon générale, ici, qu'est-ce que vous constatez? On dit, tous ces alcools sont des alcools saturés. Pourquoi? Parce qu'ils ne contiennent que de la liaison covalente simple. On dit l'alcool est saturé. Mais lorsqu'on amène seulement la double liaison quelque part, l'alcool prend le nom de l'alcool insaturé. Ça existe. On verra s'il y a là l'insaturation, comment est-ce qu'il faut nommer les alcools en ce moment. Et la nomenclature va changer évidemment. Bien, on le verra tout de suite. Bien, maintenant, on va essayer de lié par le groupement hydroxyle O, ce qui lui confère la fonction alcool. Bien, maintenant, on va dire le méthanol, selon les classements, on doit au fur et à mesure donner les classes. Il fera partie de quelle classe d'alcool, selon vous? Secondaire là-bas, primaire là-bas, oui. Qui d'autre encore? Primaire, oui. Ah bon, tu es revenu là-dessus. Ok, merci. Merci pour ta sagesse. Pourquoi primaire maintenant? Parce qu'on peut le dire facilement, mais est-ce qu'on peut l'expliquer aussi? Pourquoi vous avez dit que c'est primaire? C'est vrai, je confirme. C'est un alcool primaire. On ne peut que se référer sur la définition, on ne peut rien créer, on n'invente rien. Tu n'as rien à inventer ici. On n'a rien à inventer. Qu'est-ce qu'on a dit? Un alcool est dit primaire quand? Est lié là. Tout le problème se situe à ce niveau-là.
Comment exploiter cette formule-là pour montrer que cet alcool est un alcool primaire? Comment? C'est très simple. Il faut savoir tout simplement que le CH3 lésion OH peut s'écrire autrement. Il faut changer la façon d'écriture. Comment? Je peux écrire comment? Je peux prendre ici H, on peut faire sortir H évidemment. Je peux mettre ici CH3OH égale à quoi? H d'abord, liaison CH2. Liaison, c'est pour retrouver cette condition-là. Pour retrouver CH2OH. On peut mettre le H de côté. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est faisable en chimie. H liaison CH2OH. Ça revient à la même formule. Hein. On pouvait vous donner comme ça et vous allez numéroter un seul carbone. Ça sera toujours le méthanol. Et vous voyez maintenant pourquoi on lui a classé parmi les alcools de clarité là. Que ça soit visible. Le CH3, on va détacher. Ça devient quoi? Donc, CH3 liaison OH peut être écrite H liaison CH2 liaison OH. Donc, le méthanol est bel et bien un alcool primaire. A1. Confirmé. Deuxième alcool. On va numéroter. On numérote en donnant quoi? L'indice le plus petit, le plus bas possible au carbone fonctionnel. Et le carbone fonctionnel est lié au groupement OH. Cela veut dire que je ne peux pas mettre ici 1 non plus. Je mets par là 1, 2 et 3. C'est bon? Bien. Maintenant, quel est le nombre total de carbone? J'en ai 3. Quel est le nom de l'alcane correspondant avec 3 carbones? Le propane. Oui. Du propane, on va vers le propanol. Et faites attention. Maintenant, propanol, c'est vrai. On dit, est-ce que cela est permis en chimie? Est-ce qu'on peut se limiter en disant le propanol? C'est vrai. Il faut une différence. C'est vrai. En grosso modo, c'était le propanol. Mais on dit, il est interdit de se limiter en disant le propanol. Pourquoi? Parce qu'il y a son 2. Il y a son 2. Il existe le propane 1-ol et il existe le propane. Alors, il faut spécifier. On est obligé ici de faire quoi? À la nomenclature, qu'est-ce qu'on doit vous dire encore? On dit, et vous mettez l'indice du carbone fonctionnel avant le ol. J'attendais, c'est moi maintenant. On va voir quel est l'indice qui est lié au carbone fonctionnel. C'est le 1 ou bien. Donc, on va dire propane. Maintenant, on va mettre l'indice d'abord 1 ol. On dit l'indice vient avant le ol. Donc, quel indice? L'indice du carbone porteur. On met l'indice du carbone porteur avant le ol. Voilà. Le méthanol, je n'ai pas dit le méthane 1, vous n'avez pas constaté. On n'a pas dit le méthane 1 ol. Et pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de méthane. Quand il n'existe pas de 2, le 1 n'est pas obligatoire. On peut se laisser, on se donne la permission de passer comme ça facilement. Hein? Mais ici, on ne peut pas faire ça, hein, parce qu'il existe son 2. Alors là, on est obligé de mettre le 1. Vice versa, quand il n'y a seulement que le 2 dans une fonction, mettre le 2 aussi n'est pas obligatoire, parce qu'il n'y a pas son 1 aussi. Non. Le 1 et 2, ça varie entre 1 et 2. Voilà. S'il y en a 3, évidemment, on peut dire 3. 2 et 3 évoluent. Je suis là par rapport à 1 et 2. S'il n'existe pas de 1, ce n'est pas la peine de dédier encore. Et c'est le même cas aussi. S'il n'existe pas encore de 1, on peut laisser les 1. Facilement, on l'écrit en grosso modo. Bien. Maintenant, lui, il s'appelle comment? Le propane 1-ol. Troisième formule, on numérote. Pour donner l'indice le plus bas au carbone, c'est bon? Maintenant, dans l'autre sens encore, 1, 2, donc dans tous les sens, il va occuper l'indice 2. Il sera occupé par l'indice 2. Vous avez le choix ici. Hein? On est au beau milieu juste quoi. Le carbone fonctionnel ici est au beau milieu. Il n'y a pas de problème dans la nomenclature. Alors, ça me donne quoi? Le propane. Maintenant, ouais, on met l'indice du carbone porteur avant le ol. Propane 2-ol. Vous voyez maintenant que le propane 1-ol et le propane 2-ol sont quoi? Sont des isomères de position. De position de leur fonction. Isomérie de position. Hein? Propane 1-ol, la fonction a changé de position. Propane 2-ol. Bien. Maintenant, quatrième formule. On va numéroter d'où? Ici, le CH2OH, c'est ça? Oui. 2. Combien de carbone en tout? J'ai 4. Évidemment, on est obligé de faire accompagner par
l'indice. Donc, on obtient ici le but. On dit butane, un ol. Butane, un ol. Bien, cinquième nomenclature. Ici, est-ce que je peux numéroter à partir de la droite? Non. Parce qu'avec ça, on aura 1, 2. Le carbone fonctionnel va avoir 3. Ce qui est très élevé. Contrairement ici. 1, ici, il va avoir 2. On donne l'indice le plus bas possible. Dans ce sens, il va occuper 2. Dans ce sens, il va avoir 3. On choisit le sens qui nous donne l'indice le plus petit. 1, 2, 3 et 4. On obtient encore 4 carbones. Butane, cette fois-ci, combien ol? Butane, 2 ol. C'est bon? Bien. Maintenant, sixième formule. Maintenant, je dois donner après les classes, ok? Maintenant, sixième formule. On obtient quoi? Le 1, c'est bon. 2, 3 et linéaire. Arrivé à ce niveau, on a ramifié la chaîne. Et lorsque vous avez ramifié la chaîne, on dit la chaîne principale alors devient quoi par définition? Par définition, une chaîne principale en chimie, c'est quoi? C'est d'une extrémité à une autre extrémité. C'est ce qu'on a appris. On dit par exemple, je pourrais quitter par exemple de là à là. On dit d'une extrémité à une autre extrémité. Ça, c'est une possibilité de chaîne. Quelqu'un d'autre pourrait venir comme ça de là à là aussi. Dans ce sens. Ouais. De là à là, d'une extrémité à une autre extrémité. Ou bien de là à là, d'une extrémité à une autre extrémité. Mais parmi les trois chaînes, on verra la chaîne la plus, on dit principale, c'est quoi? C'est la chaîne qui contient d'abord, le maximum de carbone et en même temps, le groupement hydroxyle. Donc, on verra que comme ça, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones, chaîne linéaire. Dans ce sens, je pouvais descendre comme ça, 1, 2, 3, 4 ici. Ça, c'était possible. Ça, c'était le nombre de carbone est insuffisant. Et en même temps, il ne contient pas de groupement hydroxyle. Il est à rejeter. La chaîne là, elle est à rejeter carrément. D'accord? Voilà. Donc, en ce moment, j'ai le choix. Je vais considérer garder la chaîne linéaire comme la chaîne principale. Comme quelqu'un d'autre pouvait garder comme ça, l'autre côté. Et on dit maintenant, lorsque vous confirmez la chaîne principale, alors, qu'est-ce que nous dit la nomenclature? On dit, progressivement, on dit tous ceux qui ne font pas partie de la chaîne principale seront considérés comme des ramifications. Et le nom de la ramification précède le nom de l'alcane correspondant, avec bien sûr l'indice auquel il est lié. N'oubliez pas la phrase. C'est bon? Bien. Alors on dit quoi? Je mets d'abord le 3-méthyl. Très bien. 3-méthyl. L'alcane correspondant. Quelle est la chaîne principale? On va chercher rapidement la chaîne linéaire. 1, c'est bon. 2, 3, c'est bon. 4, 5. 5 d'abord, gardez ça en tête. On a une possibilité, je pourrais descendre ici. N'oubliez pas, on a le C2H5. Dans ça, là, j'ai combien de carbone? 2 carbones. On va compter doublement. J'aurai 1, 2, 3, 4. Ici, je vais parler de 5 et ça, c'est plus long que ça. 1, 2, 3, 4, 5. La chaîne linéaire me donne 5 carbones. Inférieur à la deuxième possibilité qui fait 6 carbones. Je vais voir d'autres possibilités encore. 1, 2, 3. Quelqu'un qui descendait par là, d'une extrémité à une autre extrémité toujours, pour retrouver les chaînes principales. 1, 2, 3, 4, 5. On allait avoir encore 5 encore. Vous voyez? Bien. Maintenant, je pense que de là à là, à rejeter. Pourquoi? De là à là, il n'y a pas de groupement hydroxyle, même si on a plusieurs atomes. C'est bon? Bien. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ceci est considéré comme la chaîne principale. C'est bon? Bien. C'est ça. On dit maintenant, je choisis cela comme la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien. Alors maintenant, on dit, on confirme. Tous ceux qui ne font pas partie de la chaîne principale seront considérés comme des ramifications. On en a combien maintenant? On va recenser d'abord les ramifications. 1, 2, 3. On a une ramification au niveau du carbone numéro 3. On a une ramification au niveau du carbone numéro 4, hein, évidemment. Bien. Au sujet des ramifications, là, cette fois-ci, on a plusieurs là, mais des ramifications différentes. On a le méthyle. Lui, il s'appelle comment? On a vu tout de suite là. Éthyle. C'est fait exprès. J'en ai besoin, quoi. Méthyle, éthyle. C'est bon? Bien. Maintenant, on dit, quand vous voulez mettre le nom des ramifications aussi,
il faut tenir compte de quoi? De l'ordre alphabétique. C'est bon. Ok. Bien. Maintenant, quel est l'ordre alphabétique entre le méthyle commence par E. A, B, C, D, E d'abord. Oui. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on va mettre? 3 éthyle, virgule. C'est bon. Lui, il est lié au combien carbone? Quatrième. On dit 4 méthyle. Oui, maintenant, la chaîne principale, c'est qui alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbone. Quel est l'alcool correspondant? Hexa. On est dans l'alcool. On va dire hexa. Combien ol? Un ol, évidemment. On dit le carbone porteur du groupement hydroxyde se trouve sur le carbone numéro hexane. Un ol. C'est bon? Bien. Maintenant, enfin, ici, j'ai quoi? 8. On dit ici, nous avons le CH3, COH, CH3, CH3. Chaîne principale, elle est très simple ici. 1, 2, 3. C'est bon. Bien. Je considère ça comme la chaîne principale. Et lui, il sera considéré comme une ramification. Donc, on va dire 2, le 2 méthyle, chaîne principale. Propane comme un ol. À 3. L'alcool est tertiaire. Voilà. Donc, on dit c'est ce qu'il fallait maîtriser sur les alcools. Et sa définition, formule générale, formule brute et les nomenclatures. Et jusqu'à ce qu'on sait profiter pour vous donner la préparation des alcools qui était le 5e point évidemment. On dit, après tout de suite, on va aller à quelle fonction? Place maintenant à la deuxième fonction qui contient un seul atome d'oxygène, c'est-à-dire les hétéroxydes. Bien, à tout de suite. Maintenant, on dit tout de suite, place maintenant au deuxième composé. On a vu tout de suite les alcools, qui étaient l'un des premiers composés qui contient uniquement un seul atome d'oxygène. Maintenant, quel est le composé encore qui contient un seul atome d'oxygène? Il s'agissait de l'hétéroxyde. Et maintenant, l'alcool et l'hétéroxyde ont en particularité certaines choses qu'on verra tout de suite dans leur formule brute, par rapport à leur formule brute, évidemment. Donc, on dit ici, le premier point, il faut donner sa définition. Bien, on va nous demander, que veut dire hétéroxyde? Qu'est-ce que c'est qu'un hétéroxyde en tant que composé oxygéné? Quelle est la particularité par rapport à l'alcool? On va dire quoi? Un hétéroxyde est un composé, organique comportant un groupement fonctionnel oxyde. Très bien. On dit un hétéroxyde est un composé. On dit est un composé, oui. Comportant quoi? Comportant un groupement fonctionnel oxyde. Un groupement fonctionnel. Pas fonctionnel, hein? Fonctionnel. C'est bon? On dit est un composé organique comportant un groupement fonctionnel oxyde. Très important. Oxyde, on met comme ça. Voilà. C'est le mot le plus clé de la définition. Bien. Maintenant, à partir de la définition, on va donner quoi d'abord? La formule générale, FG. On dit quelle est la formule générale des hétéroxydes. Ça s'écrit comment? On dit une formule générale contient évidemment le groupe alkyle. Et nous allons constater ici que l'hétéroxyde est entre deux radicaux alkyles. Vous voyez que le O se situe entre R et R'. De formule R, liaison O, liaison R'. C'est là où nous devrons faire parler la particularité entre l'hétéroxyde et l'alcool. Pourquoi je les ai mis côte à côte 2 AD? On dit quelle est la propriété commune? L'alcool et l'hétéroxyde ont en commun la formule brute.
ont en commun la même formule brute, évidemment. Et raison, on a classé les fonctions à 2 à 2. Ça sous-entend quoi? Cela veut dire que les aldéhydes et les cétones aussi ont en commun les formules brutes. Même formule brute. Il en est de même, les esters et les acides carboxyliques ont en commun la même formule brute. Vous voyez, elles évoluent 2 à 2 de même formule brute. Donc ici, la formule brute des éthènes oxydes est égale à la même formule brute des alcools qui s'écrit comment? CnH2n plus 2O. C'est bon? Bien, une formule brute évidemment est en fonction de N. Bien, maintenant place à la nomenclature à travers quelques exemples. Bien, maintenant je vais donner un premier exemple. Place à la première exemple, CH3, liaison O, liaison CH3. Je peux changer les radicaux alkyles encore. Je mets ici quoi? D'une part CH3, liaison O, liaison C2H5, ça c'est possible. Comme je peux avoir enfin CH2, C2H5 plutôt, c'est ça? C2H5. 3 exemples d'éthéroxyde par exemple. Quels sont leurs noms? Bien, on dit comment nommer un éthéroxyde? Voilà la question. Pour nommer un éthéroxyde, qu'est-ce qu'on fait? Oui? Pour nommer un éthéroxyde, on va dire quoi? Personne? Oxyde de et D. Oxyde de quoi? On dit, on met le préfixe oxyde, c'est-à-dire le mot oxyde d'abord doit précéder le nom de quoi? On dit R', bien sûr dans l'ordre alphabétique. On met le mot oxyde. On dit le nom se fait précéder par le mot oxyde de quoi? On dit de R et de R'. Ouais, de R et de R'. Évidemment, on va classer les R et R' dans l'ordre alphabétique. Bien, place à la première nomenclature d'abord. J'ai CH3, liaison O, liaison CH3. Ici, heureusement pour nous, on dit quoi? Nous avons les mêmes radicaux alkyles. C'est-à-dire ici, R est égal à R'. C'est possible. Et raison, j'ai donné un deuxième cas. R est différent de R'. Ici encore, R égale à R'. Oui. Et on vous a appris tout de suite que lorsque vous avez les mêmes préfixes, c'est-à-dire les préfixes multiplicataires, on a les mêmes ramifications, les mêmes radicaux alkyles. R égale à R', on va utiliser les préfixes méthyl. Les deux méthyl d'emblée avec le préfixe multiplicateur appelé comment? Diméthyl. On va dire oxyde de diméthyl. Un premier méthyl pour celui-ci là et le deuxième pour R'. Donc je mets le nom oxyde de quoi? De diméthyl. Ouais, puisqu'on a deux fois le méthyl. R égale à R' ici. Deuxième cas, j'ai fait exprès, ici R est différent de R'. Là, on pourra voir pleinement la définition maintenant vis-à-vis de la nomenclature. Qu'est-ce qu'on obtient maintenant? Alors, on dit quoi? Oxyde, toujours le mot oxyde, précédé par le mot oxyde de quoi d'abord? De R et de R', évidemment, mais évidemment dans l'ordre alphabétique. Bien, on a qui et qui? J'ai le méthyl et l'éthyle. Donc, qui vient avant qui? L'éthyle vient avant les. Donc, puisqu'il y a la préposition de, on dit suivi de la D. R et R'. Donc, oxyde de quoi? On ne peut pas dire d'éthyle. Oui, évidemment, on va dire d'éthyle. Oxyde d'éthyle et de méthyle. Oxyde d'éthyle, méthyle. On peut dire comme ça. Oxyde d'éthyle, méthyle. Dans l'ordre alphabétique. Voilà, oxyde d'éthyle et de méthyle ou oxyde d'éthyle méthyle. Ouais, on dit on met le préfixe oxyde d'abord. Il précède le nom. Après, on va mettre suivi du nom. On dit, c'est ça la nomenclature. Vous mettez le préfixe oxyde suivi du nom de R et de R'. On dit précédé par la préposition D. Voilà, D apostrophe est là. On dit d'éthyle méthyle. Oxyde d'éthyle et de méthyle ou oxyde d'éthyle méthyle. Troisième cas maintenant, encore c'est similaire. R égale à R'. Évidemment, on va dire quoi? Oxyde de quoi? On a deux fois l'éthyle. Hein? Diéthyle. Deux fois l'éthyle. Voilà. Tenez compte. On a éthyle une fois et l'éthyle deux fois. On dit oxyde de diéthyle.
Voilà. Donc, ça, c'était tout pour la définition d'un hétéroxyde, sachant que par définition, on dit un hétéroxyde est un composé organique. Évidemment, comme les autres composés, comportant, quelle est sa différence? Un groupement fonctionnel oxyde, évidemment. De formule générale L liaison O liaison R', de formule brute, qui est la même formule brute de l'alcool, évidemment. On dit l'hétéroxyde et l'alcool ont en commun la même formule brute, CnH2n plus 2O. Et à partir des exemples là, on vient de donner la nomenclature. Tout de suite, place au deuxième point, les aldéhydes et les cétones. Place au groupe carbonyle. Ok, on dit maintenant tout de suite, place maintenant au deuxième point, les composés carbonylés. C'est ça? Voilà. Donc, on vient de voir tout de suite les composés oxygénés qui contiennent seulement qu'un seul atome d'oxygène. Et en deuxième point, on va parler des composés carbonylés. Qu'est-ce qu'un composé carbonylé? Ce sont des composés qui renferment dans leur structure ou qui comportent quoi? Le groupement fonctionnel carbonyle. C'est ce qu'on a dit. Hein, par définition. Donc, on va nous demander, premier point, de donner la définition d'F. Qu'est-ce qu'un aldéhyde? On va dire un aldéhyde est un composé organique, oui, comportant, oui, un groupement fonctionnel, pas fonctionnel, fonction, carbo, c'est aussi le mot clé de la définition là, carbonyle, G, c'est ça. On lit les aldéhydes, ou un aldéhyde c'est quoi? Est un composé organique comportant un groupement fonctionnel et qui est ce groupement fonctionnel carbonyle? C'est écrit comment alors? Liaison C, double liaison O, liaison. Oui. Voilà. Maintenant, partout où vous rencontrez ça, on va spécifier un peu plus tard pour compléter la définition. C'est ça d'abord le groupement carbonyle. Donc on dit, quand vous rencontrez la liaison C, double liaison ou liaison, on appelle ça le groupement carbonyle. Et maintenant, pour les aldéhydes, évidemment, quelle est la bonne position? Quel est l'emplacement convenable? On doit retrouver ce groupement-là où? En bout de chaîne. On va compléter. On dit en bout de chaîne. En bout, tu veux dire quoi? C'est-à-dire il fallait aller à l'extrémité de la chaîne. Donc, cela veut dire quoi? On retrouve toujours ces groupements-là dans les aldéhydes en bout de chaîne. Donc, quand vous rencontrez le groupement carbonyle dans une fonction ou dans une formule, dites-vous que c'est la formule d'un aldéhyde. Pourquoi? On dit qu'il se trouve en bout de chaîne. C'est bon? Bien, parce que quelque part, tout de suite là, on le verra, il va changer d'emplacement par rapport à qui? Par rapport à la cétone. Il sera là-bas en milliers, évidemment. Bien, donc, de par sa définition, on dit, récapitulatif. Un aldéhyde est un composé organique comportant un groupement fonctionnel carbonyle en bout de chaîne. Bien, place maintenant à qui? Place maintenant à la formule générale, FG. Quelle est la formule générale d'un aldéhyde? Elle s'écrit R liaison chaud. Ou on a deux fois les liaisons. Ça donne quoi? R liaison. Ouais, l'atome est combien valent? Quelle est la valence de l'atome d'oxygène? C'était ça le rappel. On dit l'oxygène est partout, remarquez-le. Que vous le voyez ou pas là, en chimie, même si on ne vous montre pas là, il faut toujours savoir que l'oxygène est divalent. L'oxygène se promène toujours avec sa double liaison. Il n'y a pas là, il n'y a pas là. Retenez-les. Parce qu'on n'est pas forcé de l'écrire. Hein. Il y a des élèves qui vont dire, par exemple, on a dit dans la leçon, selon les valences des éléments, on dit que chaque carbone doit être tétravalent, évidemment. Ou bien, quand vous vérifiez comme ça seulement à la superficie, vous n'allez pas comprendre. Et regardez le carbone, il est lié à combien? Une liaison à gauche. L'hydrogène, ça fait 2. On va se dire il manque 2. Ou bien, à vue 2, on peut se dire qu'il manque 2 liaisons par rapport au carbone. Parce qu'on a compris dans la leçon que le carbone est tétravalent. Et si le carbone est tétravalent, regardez, on a 2 liaisons. Les 2 liaisons sont avec l'oxygène. Partout où l'oxygène existe, elle évolue, elle marche avec une double liaison. Elle seule, elle en poche 2. Oui. Maintenant, pour la rendre visible, on va détacher, on va la mettre en formule de vélo.
Alors là, vous allez voir en ces moments que réellement, notre carbone est tétravalent. Ouais, maintenant, le carbone est entouré par quoi? Une liaison, deux liaisons, plus une double liaison, ça fait la quatrième liaison. Donc, le carbone est bel et bien tétravalent dans la fonction des aldyles. Il faut tout simplement détacher la molécule. Donc, ça, on appelle ça la formule générale. Bien, place à la formule brute, FB. Ah, quelle est la formule brute d'un aldéhyde? CnH2nO. Ouais, CnH2nO est la formule brute, retenez-les, des aldéhydes. CnH2nO. Des exemples d'aldéhydes. Hein? Et quels sont ces exemples-là? Très rapidement, je peux créer le premier aldéhyde, par exemple. On peut prendre H quoi? H liaison quoi? H liaison chaud, par exemple. C'est bon? Hein? Le cas le plus simple. Je peux prendre le deuxième cas ici. Le deuxième cas, je prends ici le CH3 et je mets ici chaud avec 2 carbones. C'est ça? Bien. Maintenant, je peux créer une troisième formule semi-développée. Maintenant, on peut aller au propane. C'est ça? Ou bien? C'est bon? Maintenant, je peux créer un quatrième, c'est-à-dire, genre la ramification. On va essayer de donner une chaîne ramifiée. Fonction aldéhyde. N'oublie pas. Si vous voulez, il faut détacher, c'est pas un problème. Vous comprenez? On peut l'écrire comme ça, c'est pas un problème. Donc, j'obtiens ici, c'est bien. Voilà. Donc, je peux aller jusqu'à 5. Hein, on peut ramifier. Comment encore? On peut ramifier comment? Doublement, ouais. Je peux ramifier doublement. J'ai la possibilité de ramifier comme ça. C'est possible. Voilà, ce sont les mêmes formules semi-développées que vous allez rencontrer dans les exercices quand on va rentrer dans les alcools. Stéréochimie, alcool en chimie terminale. Voilà, c'est très important. Maîtrisez-les dès maintenant. On va vous les demander là-bas. Là-bas, on va vous les demander d'écrire les formules semi-développées de la formule brute obtenue. Bien. Maintenant, place au nom maintenant. On dit, quelle est la nomenclature des aldéhydes? Comment nomme-t-on un aldéhyde? Pour nommer un aldéhyde, cette fois-ci, on est habitué à parler de la terminaison, mais ici, ce n'est pas le cas. On va parler cette fois-ci de quoi? Du préfixe, merci, al. Et non la terminaison, lui, à la terminaison. C'est-à-dire, le premier aldéhyde avec un seul atome de carbone, de l'alcane correspondant, on avait le méthane, oui. Donc, du méthane, on va vers le méthanal. On enlève, on dit, on remplace la terminaison E de l'alcane correspondant par le préfixe al. Donc, du méthane, on va vers le méthanal. Ici, vous avez un seul carbone. On dit, on a le méthanal. Donc, ici, j'ai le méthanal. Méthanal. Oui. Deuxième cas. Maintenant, nous avons quoi ici? On va numéroter évidemment toujours à partir de la fonction de groupement carbonyle. 2 carbones seulement. 2 carbones, l'alcane correspondant c'est quoi? Éthane. Oui. Donc de l'éthane, on va vers l'éthanal. Merci. Donc je mets éthanal. Oui, terminaison aldéhyde. Carbone. Ou bien l'alcane correspondant, c'est les propane. Du propane, on va vers le propanal. Le propanal. Bien, quatrième formule semi-développée. Cette fois-ci, nous sommes dans le cas de la ramification. Je mets ici 1, 2 et 3. Ça, c'est la chaîne principale. Elle doit contenir le fonctionnement du groupement carbonyle. C'est ça? Bien. Ici, on dit tous ceux qui ne font pas partie de la chaîne principale seront considérés comme des ramifications. Bien, on nomme d'abord le nom de la ramification. Il est au combienième carbone. Hein, avec son indice, bien sûr. Ça fait, il est lié au carbone numéro, donc on dit 2 méthyl, 1, 2, 3, propanal. Merci. C'est bon. Et le dernier. Cette fois-ci, j'ai doublé la ramification. Quand vous doublez la ramification, toujours on met l'indice le plus bas, C, double liaison, OH. C'est ça. Chaud. 1, 2 et 3. Bien, je me retrouve ici avec 3 carbones dans la chaîne principale. J'ai considéré la chaîne linéaire
comme ma chaîne principale. Quelqu'un d'autre pouvait choisir d'autres chaînes, il n'y avait pas de problème, ok? On pouvait venir comme ça. Ça fait 3 encore. Comme ça fait 3. On avait 1001 choix. C'est bon? Il y a 3 possibilités ici et j'ai préféré garder la chaîne linéaire. Donc, et ceux-ci seront considérés comme les ramifications. Et ils sont situés où? Les ramifications ici, c'est situé sur le carbone numéro 2. On en a 2. Ici, au nombre de 2, on va utiliser le préfixe multiplicateur. Donc, on va obtenir quoi? 2 d'abord. Le premier 2 pour le premier méthyle. Le deuxième 2 pour le second méthyle. Et on met maintenant le préfixe. On dit 2, 2. Ouais. Et dans toutes ces formules semi-développées, on a constaté que le groupe carbonique, qui est la liaison C double liaison O, liaison H, appelée CHO ou CHO, se trouve toujours en bout de chaîne. Faites attention, on ne retrouve jamais le groupe carbonyl par rapport aux aldéhydes comme ça, en milieu de chaîne. Non. Les aldéhydes sont en bout de chaîne par rapport au groupe carbonyl. Si vous ramenez le groupe carbonyl en milieu de chaîne, automatiquement, ça nous renvoie où? Ça nous renvoie dans les cétones. C'est ce qu'il faut éviter, évidemment. Donc, on fait tout pour ne pas parler ici, on dit, de groupe carbonyl en milieu, mais plutôt en bout de chaîne. Voilà, donc ça, c'était les particularités qu'il fallait retenir dans les aldéhydes contenant des composés oxygénés contenant quoi? Le groupe carbonyl. Et de par sa définition, sa formule générale, formule brute, et place maintenant à la nomenclature. Donc, tout maintenant, on dit, place maintenant au deuxième point de petit d, toujours avec les composés carbonylés. Et on vient de finir avec les aldéhydes maintenant, qui était le premier groupement appelé le groupe carbonylé, et place au deuxième point appelé les cétones. Donc, on verra tout de suite quelle est la définition d'une cétone. La cétone, c'est quoi? Je mets d'abord def, définition, oui. On dit la cétone est un composé organique, oui, comportant le groupement fonctionnel. Aussi, c'est la même définition. Ça ne change pas de définition. Mais cette fois-ci, à quel niveau? En milieu de chaîne. Ici, c'était en bout de... Très simple. On dit est un composé organique. Est un composé... Ah, c'est bon? Est un composé organique comportant un groupement fonctionnel carbonyle, un groupement fonctionnel d'or, carbonyle, et on a spécifié, ça veut la liaison C double liaison O, groupement carbonyle. On dit quoi? À quel niveau maintenant? Cette fois-ci, à la différence des aldéhydes, ici on parlait d'un bout de chaîne. Maintenant, avec les cétones, on va parler de quoi? En milieu de chaîne. Très bien. Donc, on dit en milieu, on va spécifier en milieu de chaîne. En milieu de chaîne. Ouais. Elle se retrouve en ce moment. Le groupe carbonyle, il se retrouve en ce moment dans la formule en milieu de la chaîne. Ouais. Contrairement à l'aldéhyde qui était en bout de chaîne. Donc, on dit les cétones. Ou la cétone, c'est quoi? Est un composé organique comportant. La définition devient caduque. Ça tombe dans l'eau. Ok? Bien. Place maintenant à quoi? À la formule FG. Maintenant, quelle est la formule générale d'une cétone? En fonction de R, évidemment. En fonction de R, évidemment. Une formule générale est en fonction de R. R. On dit R quoi? R liaison CO. Je vais mettre comme ça. On peut renfermer, c'est possible. Liaison ou la forme développée. On détache l'atome d'or pour montrer la visibilité de la double liaison. Ou on dit R, liaison C, double liaison. Ouais, quand l'oxygène sort, il sort avec sa double liaison. Il va nous montrer toujours que lui, il se promène avec une double liaison. Alors, d'où le carbone restera toujours tétravalent. Donc, R liaison C générale de la cétone ou des cétones s'écrivent comment? R liaison CO liaison R' ou R liaison C double liaison ou liaison R'. C'est bon? Bien, place maintenant à la formule brute. Quelle est
la formule brute d'une cétone. On dit elle a la même formule brute que les algues, propriété commune. La formule brute, ça s'écrit comment? CnH2NO. C'est bon. On dit les cétones et les aldyles ont en commun la même formule. On verra tout de suite. Hein, je vais faire un petit point qui va boucler la partie en faisant quoi? Quelle est la distinction? Question. Quelle est la distinction entre les aldyles et les cétones? C'est très très important. C'est les premiers exercices de chimie, on dit, qui seront focalisés sur ces deux propriétés. Quiconque d'entre vous maîtrise ces propriétés pourra bel et bien répondre à ces questions en terminale. Très important, il ne faut pas les négliger. Gardez ça en tête. Voilà. Il reste encore évidemment 2, 3 comme ça. C'est-à-dire ici, on en a 2 déjà. On dit les aldyles et les cétones ont en commun quoi? Le groupe carbonyl. Chacun d'entre eux contient le groupe carbonyl. Ils ont en même temps la même formule brute. On verra maintenant, il y a 2 différences encore. On dit 2 propriétés distinctes et 2 propriétés différentes. Oui, il y en a 4 propriétés en tout. On le verra. La formule brute ici de la cétone est égale à la même formule brute des algues. Les aldéhydes CnH2nO. Et après la formule brute, je mets ici exemple. Bien. Maintenant, quel est l'exemple ici donné? Maintenant, je vais donner quelques exemples de la cétone. Je prends par exemple le premier cas. On crée. Maintenant, comment créer une formule semi-développée? Elle est très simple. Hein? Voilà, la technique là. Quand vous voulez créer une formule semi-développée, vous la créez à partir de quoi? Moi, je suis en train de mettre. Ce n'est pas diabolique. Hein? Dans n'importe quelle formule, si vous voulez créer une formule semi-développée, il faut toujours écrire la formule semi-développée à l'image de sa formule générale. Il faut faire tout pour que ta formule semi-développée soit cohérente avec la formule générale. Et regardez, c'est le format qui est là. Et raison, moi, je dois faire tout simplement quoi? Je vais remplacer seulement R et R'. Je vais faire varier R et R' dans la même formule générale pour obtenir les formules semi-développées en exemple de nomenclature. Par exemple, si je prends R égale à CH3, oui. Je ne peux que recopier ça encore maintenant. Liaison, ouais ça. Liaison, maintenant, je peux avoir ici C2, c'est possible. Ouais, maintenant. Je peux créer encore quoi? C'est très facile, très simple. On peut avoir CH3, CO à l'image jusqu'à ce niveau. Maintenant, je peux varier. Troisième nomenclature. On va parler de CH3, CO. Liaison quoi? Je peux mettre ici CH2 jusqu'à encore, on peut détacher CH3. Ça, c'est la même chose qu'ici. Hein. Maintenant, on va détacher, c'est la même formule. Je peux progresser jusqu'à combien encore? Hein? On peut ramifier si possible. Hein? Je mets ici la forme ramifiée. Et voilà. C'est bon? 2, 3, 4. Bien. Hein? Donc, on a plusieurs possibilités. On peut créer plusieurs formules. En 4, je peux mettre ici C2H5. C'est bon? Je peux fermer. Vous montrer l'exemple qu'il est possible de faire, de cacher les doubles liaisons là. On peut faire rentrer les CO. Il n'y a pas de problème. J'obtiens quoi ici? J'inverse seulement voir votre rédaction dans le sens inverse. Voilà. Bien. Maintenant, quels sont ici les différents noms qu'on peut obtenir à partir de ces formules semi-développées? 1. Ici, on va numéroter. Et regardez, je dois mettre ici 1 ou bien 1 par là. Soit par la gauche ou par la droite. Par la gauche. À la gauche, il va obtenir combien? 2. L'objectif, c'est le groupe carbonyl. À partir de la droite déjà, j'ai CD-H5. On en a 2 ce qui veut dire qu'il faut numéroter 2 fois. Ou bien, on va avoir 1, 2, et finalement, le groupe carbonyl va avoir à ce moment 3. Ce qui est très élevé par rapport à 2 dans l'autre sens. Est-ce qu'on me suit? Hein? Je récapitule encore. On dit, comme ça, dans ce sens, j'ai 1, 2, je vais avoir quoi ici? 3 et 4. Oui. Pourquoi 3 et 4 ici? Parce que dans CDH5, j'ai 2 carbones. On va numéroter 2 fois. C'est bon? Bien. Maintenant, numéro 2. Mais par contre, lorsque vous venez de l'autre sens, de la droite vers la gauche, vous obtenez quoi alors? On va dire dans ce moment 1, D, c'est bon? Ici, il va avoir 3 évidemment.
ce qui est supérieur à 2. On dit il faut choisir de préférable, on dit l'indice le plus bas par rapport au groupe carbonyle. Donc de préférence, on va choisir l'extrémité à gauche pour que le groupe carbonyle puisse être affecté de l'indice numéro 2 qui est l'indice le plus bas possible. Donc on confirme maintenant 1, 2, 3 et 4. On a 4 carbones. J'ai dit ici, vous avez le choix. Ici, qu'est-ce que vous remarquez encore? Vous ne verrez jamais, on dit, la cétone en bout de chaîne. C'est pas de la définition. On la définit, on dit en milieu de... Puisqu'on ne la retrouve jamais en bout de chaîne, cela veut dire qu'il n'existe pas quoi? Il n'existe pas de on. Cétone, terminaison... Voilà, comme les alcanes, suffixe an, terminaison an. Mais ici, on a la terminaison, ça fait on. Donc, on va quitter pour la nomenclature, c'est simple. On dit d'un alcane, on va vers un alcanone. C'est ça? Butane, butanone. Propane, propanone. Vous voyez? Et bien sûr, évidemment, on peut faire accompagner l'indice du groupe carbonyle avant le on. C'est-à-dire, on peut avoir le butane, 2 on. Je disais qu'il n'existe pas de 1. Retenez-les. Ne mettez jamais butane 1 on. Retenez. Butane 1 on. Est-ce que ça existe? Pourquoi? Parce que la définition ne nous accepte pas cela. On se réfère à la définition. Quiconque ne maîtrise pas sa définition peut se permettre d'écrire n'importe quelle formule. Les raisons, j'ai dit, il faut apprendre. Maîtriser vos cours. La définition va me permettre de m'encadrer, de me corriger. Dans le bon chemin. On dit est un composé organique complétant ces groupements carbonyles en bout de chaîne. C'est-à-dire il a compris la définition. Donc la définition va vous permettre de bien édifier et de bien écrire les formules semi-développées. Donc on les retrouve toujours le groupement carbonyle en milliers de chaînes. Donc il n'existe pas de 1 on. Par contre, on peut avoir 2 on, on peut avoir 3 on. Et alors, sur ce, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, s'il n'existe pas le 1 on, le 2 on, évidemment, aussi n'est pas obligatoire. Comme dans le cas de l'alcool. On dit, dans le méthanol, il n'y avait pas de méthane 1-ol, c'est-à-dire ni 2-ol, on n'est pas obligé de mettre 1-ol. Vous voyez? Par contre, on était obligé de mettre le propane 1-ol parce qu'il y a le 2-ol qui existe. Voilà, mais ici, le 1-on n'existe pas, donc l'élève a le choix. S'il veut, ici j'ai combien de carbone? 4. Butanone. So on va dire, on dit d'abord, combien on? Il se trouve au deuxième carbone, on dit butanone, ça ne fait rien. Et la nomenclature, elle est bonne. C'est bon? Bien. Deuxième nomenclature, elle est très simple. 1, 2, 3 carbones, c'est ça? Propane, combien on? Propane, 2 on ou le propanone. Le propane. Bien. Troisième nomenclature. Ici, je suis dans un cas de ramification. C'est ça? Bien. Je vais numéroter. On dit 1, 2. Ce n'est pas une question de l'extrémité la plus proche de la ramification, mais plutôt on donne l'indice le plus bas possible au groupe carbonique. Dans ce sens, je mets 1, il va obtenir 2. Après, j'aurai ici 3 et 4, évidemment. Et quand vous avez commencé par là, vous allez avoir ici 1, 2, il va se retrouver avec combien? Avec 3 en ce moment. On choisit l'indice le plus bas possible. C'est bon? Bien. On a ici la ramification au carbone numéro combien? 3. C'est ça? On met d'abord le nom de la ramification. 3 quoi? 3 méthyl. C'est bon? Oui. 3 méthyl quoi alors? 1, 2, 3, 4, 3 méthyl butane. Butane 2 on. Ou bien butane. Ou 3 méthyl butane non. C'est valable. 3 méthyl butane 2 on. Ou 3 méthyl butane non. C'est bon? Et enfin, la dernière nomenclature de la cétone, c'est quoi? Ici, j'ai caché tout simplement les O. C'est la même chose. Je l'ai écrit sous le format de R liaison CO liaison R'. C'est la même chose. On a le choix, quoi. Si tu veux, tu mets tout ça comme ça ne fait rien. Bien. J'obtiens quoi alors? Ici, on va numéroter où? À partir de la gauche ou à partir de la droite? De la droite. Pourquoi? C'est à partir de la droite que le groupement carbonyle va avoir l'indice le plus bas pour. Dans la même formule semi-développée, j'ai fait exprès d'inverser les rôles, voir si ça pourra vous piéger. Votre attention doit être là à ce niveau. C'est la même formule semi-développée. On a inversé
il faut inverser les rôles aussi. C'est la même chose. Donc, on obtient le même nom. Ça fait le butane, 2-on. On dit butane 2-on ou le butanone. Voilà. Bien, maintenant, ceci met fin maintenant à l'étude de la fonction des composés carbonylés dans le petit 2. Et au troisième point, on va tout de suite vous parler de la différence, c'est-à-dire des propriétés distinctes entre qui? Entre le groupe carbonylé vis-à-vis des aldéhydes et de l'acétone. On verra exactement que les aldéhydes et les cétones ont en commun certaines propriétés chimiques. On va identifier ces deux propriétés. Et ils se différencient aussi au niveau par rapport à deux autres propriétés encore. Donc, les aldéhydes et les cétones sont des fonctions très très importantes, d'où nous allons étudier l'oxydation ménagée des alcools évidemment. Donc, on verra qu'ils deviennent un tout petit peu le socle, le b.a.-ba qui est le fondamental des alcools vis-à-vis de l'oxydation ménagée. On le verra. Donc, tout de suite maintenant, place à ces propriétés communes et distinctes. Bien, ok. Maintenant, place maintenant au dernier point du petit d. C'est-à-dire, on est toujours avec les composés carbonylés. On était avec les aldéhydes et les cétones. On a eu à donner leur définition, leur formule générale, leur formule brute, et enfin, on est passé par des exemples pour pouvoir donner leur nomenclature. Et après avoir maîtrisé tout ça, qu'est-ce qu'il fallait savoir? On va vous donner des renseignements très très importants maintenant pour sortir dans le deuxième point par rapport à quoi? À deux propriétés. C'est-à-dire, nous allons parler des propriétés communes et des propriétés distinctes. Ça veut dire quoi? Maintenant, ces deux grandes fonctions que nous avons ici, là, c'est très important. Les aldéhydes et les cétones, on va vous faire savoir que, on dit, elles ont en commun en tant que fonction deux propriétés, qu'on les appelle les propriétés communes. Donc, elles ont deux propriétés communes et deux propriétés distinctes. Voilà, j'ai fait la part. Nous avons les propriétés communes qui sont là. Donc, on dit, de part et d'autre, les aldéhydes ont en commun deux propriétés. Et ils se différencient par rapport à deux autres propriétés encore. Donc, on va essayer de remplir maintenant ces tableaux unilatéralement. Premier axe, propriété commune. Maintenant, l'aldéhyde, en dehors de la formule brute, évidemment, ça c'est naturel. On a confirmé que les aldéhydes et les cétones ont la même formule brute. Ça, on a retenu ça, c'est ça? On dit les aldéhydes et les cétones ont la même formule brute. Bien, maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? On dit même formule brute. Maintenant, le deuxième point, qu'est-ce qu'on va dire? Oui? Ils ont quoi en commun encore? Qu'est-ce que vous remarquez? Les aldéhydes et les cétones ont en commun la même formule brute, c'est ça? Bien, je mets ici même formule brute, c'est-à-dire CN, H2NO. De même formule brute. Ça, c'est l'une des propriétés communes. On dit les aldéhydes et les cétones ont la même formule brute. Bien, maintenant, elles ont quoi en commun encore? Elles ont toutes la présence du groupe carbonyle. Elles contiennent toutes le groupe carbonyle. C'est ça le groupe carbonyle. Les aldéhydes renferment le groupe carbonyle. Il en est de même, les cétones aussi renferment le groupe carbonyle. Ouais, maintenant. Bien. Maintenant, ils ont en commun quoi encore? Hein? Oui? Liaison, c'est bon? Bien, on dit les aldéhydes et les cétones ont en commun premier point. On dit ils ont la même formule brute. Ils ont quoi encore en commun? Ils possèdent tous le même groupe carbonyle. C'est-à-dire, on a la présence du groupe carbonyle dans les deux fonctions, propriétés communes. Maintenant encore, lorsqu'on va les ramener un peu plus tard, bientôt déjà on est en terminale, ok? On dit un peu plus tard, on va nous demander d'effectuer quoi? L'oxydation ménagée des alcools vis-à-vis de certains tests. On va utiliser des substances qu'on va appeler des oxydants. Entre autres, nous allons parler de l'ADN-PH, c'est-à-dire le 2,4-dinitrophénylhydrazine appelé l'ADN-PH. Ce sont des oxydants. Oui. Et maintenant, plus tard encore, nous allons parler de d'autres oxydants encore, on les appelle les oxydants doux. D'abord,
on dit vis-à-vis des tests. Quand vous ramenez les aldéhydes et les cétones dans le laboratoire, on va voir que les aldéhydes vont donner un test positif avec ici l'aldéhyde. Oui, le test est positif avec quoi? Le 2,4, on abrège dinitrophénylhydrazine. 2,4-DN, DNPH. Donc on dit les aldéhydes, retenez-les, réagissent positivement en présence de l'ADN, DNPH. Et il en est de même, les cétones aussi réagissent positivement encore en présence de l'ADN, la DNPH. C'est ce qu'il faut retenir. Même pas la formule plus seulement, hein. Ce sont ces deux points que j'avais besoin. C'est-à-dire quoi? Les aldéhydes récapitulatifs. Les aldéhydes et les cétones ont en commun le même groupe carbonyl. Carbonyl. Et enfin, ils réagissent tous positivement en présence de l'ADN. Retenez ça. Propriété commune entre les aldéhydes et les cétones. Bien. Maintenant, place aux propriétés distinctes. Maintenant, quelles sont les propriétés distinctes? C'est-à-dire, les aldéhydes et les cétones se différencient par rapport à quel point? Vis-à-vis encore toujours des tests. Place maintenant aux oxydants qui prennent le nom des oxydants doux. Vous savez déjà, il y a plusieurs oxydants. Hein. Nous avons le bichromate de potassium. Ça, c'est un oxydant. Nous avons le permanganate de potassium. Même l'oxygène naturel, l'oxygène naissant est un oxydant. Mais ici, on va utiliser d'autres oxydants qu'on les appelle les oxydants doux. Ils sont entre autres le réactif de Schiff, le réactif de Tollens et la liqueur de féline, communément appelé le nitrate d'argent ammoniacal. On dit comme ça. On le verra, ceux-ci sont des noms d'alcool en réalité. Parce qu'on se pose la question, pourquoi on fait les tests? Suivez. Pourquoi on fait les tests? On fait les tests dans le but de différencier les classes d'alcool. Ça, c'est la raison valable de faire ces tests-là. Et on le verra au moment du test maintenant, lorsqu'on amène les aldéhydes et les cétones, on verra maintenant comment les aldéhydes vont réagir en présence de ces oxydants-là et comment les cétones vont réagir en présence de ces oxydants, appelés oxydants doux. Bien. Maintenant, on dit quelles sont les réactions ou quelle est la réaction des aldéhydes en présence du réactif de Schiff, en présence du réactif de Tollens et en présence de la liqueur de... Ce sont les mêmes oxydants. Hein? Cela veut dire quoi? Si l'aldéhyde réagit positivement en présence du réactif de Schiff, cela veut dire quoi? Ça sous-entend qu'il réagit aussi positivement avec le réactif de Tollens et positivement avec la liqueur de féline. Le test est valable pour tous les oxydants doux. Ça veut dire qu'ils réagissent positivement en présence de tous les oxydants doux. Quels qu'en soient ces trois types d'oxydants. Dans un exercice peut vous parler du réactif de Schiff. Un autre exercice peut vous parler du réactif de Tollens, comme d'autres peuvent vous donner la liqueur de... C'est la même propriété. Donc, on dit quoi? Les aldéhydes réagissent positivement en présence tout simplement des oxydants doux. C'est un paquet. C'est bon? Bien. Maintenant, par contre, on dit les cétones réagissent comme en présence de ces oxydants doux. Ils réagissent négativement. Donc, quand vous entendez, on dit ces tests-là, dans un exercice, on va vous dire un composé A. On dit déterminer la formule brute du composé A. Une fois déterminé la formule brute de A, on va dire quoi? Par oxydation mélangée de A, on obtient un composé B qui réagit positivement avec la DNPH et positivement avec les réactifs de Schiff. Alors c'est qui? C'est un AL. Pour pouvoir répondre les questions, ce n'est pas extraordinaire. Il n'y a rien de diabolique ici. Tu ne comprends pas ce langage-là, tu ne vas pas exister en chimie. Voilà, c'est à partir de là qu'on devient chimiste. Il faut maîtriser ses propriétés chimiques. C'est ce que je veux dire. Pour être un bon chimiste, il faut maîtriser les préparations dans les laboratoires et maîtriser les propriétés chimiques. Je répète, on dit dans un exercice, on va dire par exemple, un composé A étant par exemple un alcool par exemple. Vous déterminez la formule de ce composé A, il s'est avéré que ce composé A est un alcool. On dit l'oxydation mélangée de A me donne un composé B. On vous donne maintenant les informations sur B, c'est ça la chimie. On dit l'oxydation mélangée du composé A me donne un corps B qui réagit positivement en présence de la DNPH et positivement en présence de la liqueur de féline. Alors, qui est B? On dit alors donner la fonction chimique de B et écrire sa formule, c'est dit. Bien.
on disait par exemple, suivez, on dit un composé A est un alcool par exemple. Donc vous avez déterminé la formule B, c'est un alcool. On dit l'oxydation mélangée d'un composé A vous donne un corps B. Cette fois-ci, on dit qu'il réagit positivement avec la DNPH et négativement avec la liqueur de féline. Alors le composé B est qui alors? On dit B est une C par rapport au test. Donc d'où maintenant les propriétés distinctes. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit il se différencie par rapport à quoi? Aux oxydants doux. Et récapitulatif. Les aldéhydes réagissent positivement en présence des oxydants doux. Par contre, les cétones réagissent négativement avec les oxydants doux. Et à la fin, ils vont se différencier par rapport à quoi? On va dire que les aldéhydes ont une propriété réductrice plus que les cétones. Ici, je mets réductrice. Le test est positif pour les aldéhydes. Cela veut dire quoi? Dans un exercice, on va donner un seul code qui va changer, on dit, toute la réalité de l'exercice. Le seul mot, c'est quoi? On va dire, un composé B réduit la liqueur de féline. On dit comme ça. On va utiliser le code là, le mot. On dit, le composé B est en fait l'isomérie qui réduit la liqueur de féline. Vous avez entendu quel mot? Le mot réduit. En chimie, les mots parlent. Ça s'explique. Très important. Quand vous entendez, on dit le composé B est réduit. Parce qu'on va vous demander de retrouver alors la nature de B, sa fonction, sa formule semi-développée, sachant que le composé B réduit le milieu acide, par exemple. Le composé B réduit le milieu acide. On a utilisé le mot réduit. Alors on va se demander qui est réduit par rapport à ces deux. On a dit que c'est les aldéhydes qui réduisent plus que les cétones. Alors vous allez dire que le composé B est un aldéhyde. Pourquoi? On dit, on a des propriétés communes entre les aldéhydes et les cétones. Ils ont quoi en commun? Ils ont la même formule brute. On dit le groupe carbonyl de part et d'autre. Et ils réagissent tous positivement en présence de l'ADN, DNPH. Ceci étaient les propriétés communes des aldéhydes et des cétones. Et en deuxième point, on a évoqué les propriétés distinctes. C'est-à-dire qu'ils se différencient par rapport aux oxydants doux. Les aldéhydes réagissent positivement en présence des oxydants doux. Par contre, les cétones réagissent négativement en présence des oxydants doux. Et à la fin, on dit que les aldéhydes ont une propriété plus réductrice que les cétones. Donc, ceci met fin à la deuxième partie. Et bientôt, nous allons entamer la troisième et la dernière partie, qui sont les composés oxygénés en présence de deux atomes d'or, qui sont qui et qui? Qui sont et les acides carboxyliques et quoi? Et les esters. Donc, tout de suite, place au troisième point.